Avant de commencer, un grand merci à notre sponsor du jour, NordVPN, qui rend cette vidéo possible. NordVPN est une plateforme vous permettant de protéger vos données et de surfer en toute tranquillité sur le web, ce via ses plus de 5000 serveurs répartis à travers le monde. Protection augmentée des données, sécurité en tout genre, chiffrement fiable de niveau militaire, et plein d'autres choses encore. Profitez dès maintenant de 68, oui j'ai bien dit 68% de réduction et de 1 mois offert en tapant le code ETH via le lien affiché dans la description. Ah, et il y a un service d'assistance disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Que demande le peuple? Fonctionne sur Windows, Android et iOS et plein d'autres plateformes. Et je le redis, c'est le code ETH pour profiter de ces 68% de réduction, ce qui revient à seulement 3,71$ par mois, soit plus ou moins le prix d'un café à Versailles, ainsi que de 1 mois offert. Et en plus, c'est garanti sans risque, car tout est annulable durant ce premier mois d'utilisation offert. NordVPN, le meilleur service VPN. Hey salut à tous, ici c'est Lord Conduit Tsar de Marinov Karak. Et dernièrement, j'ai reçu un mail d'un certain L'Histoire dans les 1er avril, qui m'a proposé de parler de l'histoire des débuts des premières séries télévisées entièrement animées par ordinateur. Il a même préparé le titre de la vidéo. Et pour le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée. Au niveau des longs métrages, j'en ai déjà parlé plus ou moins plusieurs reprises, notamment dans mon épisode sur les Pixar. Mais au niveau des séries, c'est vrai que je ne me suis jamais vraiment penché sur le sujet. Eh bien, nous allons remédier à tout cela, puisque aujourd'hui, je vous propose de découvrir dans une vidéo beaucoup trop longue, l'histoire des premières séries télé entièrement animées par ordinateur. Que je vais découvrir moi-même par la même occasion, puisque je n'étais pas né. Et quelle surprise je sais. Oh mon dieu, c'est quoi cette histoire beaucoup trop longue que je vais devoir me taper? Mais comment je vais réussir à trouver la première série dans tout ça? Ah non, ça va, c'était simple en fait. Mais avant d'arriver à la première série en 3D, petit rapide historique de l'histoire de la 3D. Pour comprendre comment on en est parvenu à réaliser la première série entièrement réalisée par ordinateur en quelques décennies. Si néanmoins vous voulez zapper la partie historique et directement vous rendre en série, vous pouvez le faire en allant au timer indiqué à l'écran ici même. Bande inculte. Sur ce, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti. La première utilisation d'images générées par ordinateur, ou CGI, remonte en fait à 1958 avec Sœurs froides, ou Vertigo, un film d'Alfred Hitchcock. Des images réalisées par un certain John Whitney, dont nous reparlerons dans 30 secondes. Ce via un ordinateur militaire mécanique servant à la base au ciblage anti-aérien et qui nécessitait pas moins de 5 soldats à son fonctionnement. Mais ce ne sont alors pas de réelles animations 3D, celles-ci étant en fait des effets d'optique créés à partir d'images 2D. Pour voir apparaître la première vraie animation en 3D, il faut pour cela attendre 2 ans plus tard, en 1960, avec Rendering of a Planet Autoroute, une animation de 49 secondes qui simulait en fait une voiture se déplaçant sur l'autoroute à près de 110 km/h. Première animation en son genre, celle-ci fut même diffusée à la télévision nationale suédoise, ce sur le journal télé Aktuelt, en 1961. Et comme vous le verrez, bien que je ne peux pas tout aborder, les progrès qui seront réalisés dans le domaine de la 3D au fil des années seront réalisés vers des pays tout aussi divers que variés, passant de la Suède donc aux États-Unis, au Japon, mais aussi à la Russie ou encore chez nous en France, qui sera l'un des pays pionniers dans le domaine. Poussé par des pionniers comme John Whitney, abordé il y a 30 secondes donc, ou encore Michael Knoll, durant la décennie qui suit jusqu'aux années 70, 2 décennies où naît ce que l'on appelle l'art informatique, ces 2 pionniers promouvoient alors l'utilisation de la 3D en exposant leurs œuvres et diverses expérimentations, passant de simples formes géométriques en mouvement jusqu'à un ballet entier généré par ordinateur avec des stickman dansant. Enfin, implorant qu'on achève leur souffrance plutôt. Mais il faut remettre dans le contexte, nos calculettes sont bien plus puissantes de nos jours. Michael Knoll déclarant ainsi dès les années 60 que l'ordinateur numérique pourrait devenir un moyen artistique créatif. Des efforts pour faire de l'animation 2D avec des ordinateurs, ou encore faire du morphing, étant quant à eux lancés avant la fin de la décennie, avec par exemple Hummingbird en 1967, ou encore Kitty en 1968, cette fois-ci en provenance de Russie. Et oh mon dieu, comment on a pu passer de ça à 4. Mais c'est alors qu'arrivent les années 70 et l'arrivée des polygones. Bonjour. La première main animée par ordinateur apparaît ainsi en 1972. Une véritable révolution produite par l'université de l'Utah, dont entre autres par Edwin Catmull, qui deviendra l'un des cofondateurs de Pixar, puis son président, ainsi que le président de la Walt Disney Animation Studio, pour la nouvelle petite anecdote pas très utile. Main qui est suivie quelques mois plus tard du premier visage animé par ordinateur.
créé cette fois-ci par un certain Frédéric Park, qui avait travaillé aussi avec Ed Catmull pour la première main animée. Park qui crée d'ailleurs 2 ans plus tard une autre version de ce visage encore plus améliorée. Et Dieu nous garde. Je vais manger ton âme. Des animations qui seront d'ailleurs utilisées dans le film de science-fiction Future World, sorti 2 ans plus tard en 1976. Et oui, car à partir de la seconde moitié des années 70, le monde du cinéma commence de plus en plus à s'intéresser à cette nouvelle technologie, dont il va, à partir de cette décennie, faire de plus en plus figurer dans ses films au fur et à mesure des avancements technologiques. Citons entre autres les séries Star Trek, Star Wars ou encore Alien, qui feront ainsi figurer de la CGI dès les années 70. Certes de manière très rudimentaire en leur début, mais de plus en plus perfectionnée par la suite au fil des avancements, jusqu'à donner les films que nous connaissons aujourd'hui comme... 4. Mais ne nous écartons pas du sujet qui nous intéresse, la première série animée en full 3D. Une série datant des années 80. Et justement, quelle transition des plus convenues, car arrivent alors les années 80 qui voient de nombreuses avancées en tout genre en matière de CGI. En 1981, nous arrive ainsi le tout premier personnage humain entièrement réalisé par ordinateur figurant dans un film. Il s'agit de Cindy dans le film Hooker, que je ne pourrais pas vous montrer, et oui, Cindy ayant visiblement oublié ses vêtements. En même temps, quand tu sais ce que Hooker veut dire. 1 an plus tard seulement, paraît cette fois-ci le film Tron, contenant pas moins de 15 minutes de CGI, avec de l'animation faciale en bonus. Jamais alors un film n'en avait utilisé autant jusqu'ici. La CGI servant ici une part entière de l'histoire. Et pour vous donner une idée du travail derrière, outre les impressionnantes limitations techniques, sachez aussi par exemple qu'à cette époque la souris n'était encore tout simplement pas répandue. Oui, le film Tron a été réalisé sans souris. Et bah pour une compagnie qui a mis en logo. En 1983, nous arrivons ainsi enfin au dessin animé avec Golgo 13. Un film d'animation japonais qui devient le premier long métrage d'animation faisant incorporer des séquences avec de la CGI. Des séquences en semi ou full CGI pour le coup, avec hélicoptère et gratte-ciel à la clé. Bon, avec une technologie encore à ses débuts, il faut tout de même le rappeler. Quand je dis ça, ça veut dire que ça a super bien vieilli et que c'est absolument immonde aujourd'hui. Pour preuve d'ailleurs que la technologie n'était pas encore au point, sa première utilisation dans les longs métrages Disney ne datera que d'une dizaine d'années plus tard, en 1991, avec La Belle et la Bête, ce pour la scène dansante du bal. Mais première utilisation tout de même. On se rapproche de la première série en 3D, ne partez pas, on y est presque. En 1984, c'est au tour de la motion capture de faire ici son apparition, ce de manière primitive, avec la démo technique Biosensor. Une animation créée par l'université d'Osaka, avec pour base des films de tigres marchant de face ou de profil pour recopier son mouvement. Motion capture qui connaîtra le succès fulgurant qu'on lui connaît aujourd'hui. 1 an plus tard, à nouveau dans le monde de l'animation, arrivent les aventures d'André et Walibi. Un court-métrage de 2 minutes, véritable vitrine des progrès réalisés à l'époque, avec effet de lumière, focus, mouvement et j'en passe. Bien loin déjà des plans dans Golgo 13. Un court-métrage créé à l'époque par Lucasfilm, dont la division chargée du projet sous la supervision de John Lasseter deviendra Pixar par la suite. Pour plus d'infos, voir toujours mon épisode sur les Pixar à ce sujet. La même année étant aussi créé Tony de Peltry par l'université de Montréal. Le premier humain en CGI utilisant des expressions du visage et se mouvant, je cite, avec aisance à l'écran. Tony de Peltry, qui est une véritable horreur aujourd'hui. Et sérieux, le Canada et le Québec, je sais pas c'est quoi votre problème avec les animations en 3D et les séries. En 1986, c'est au tour du premier animal réalisé en CGI d'apparaître dans un film avec Labyrinthe. Ici, une chouette figurant au générique. Et elle a 34 ans cette chouette. Et enfin, toujours en 1986, paraît Luxo Junior, le premier film officiel de Pixar, qui est une véritable révolution à tous les étages, avec son incroyable utilisation des mouvements et des ombres, et qui ouvrira la voie 9 ans plus tard au premier long métrage d'animation Toy Story. En 1987, toutes ces avancées, mouvements, animation faciale, animaux, ombres et j'en passe, ayant ainsi finalement permis la création de la première série entièrement créée par ordinateur de l'histoire, La Vie des Bêtes. C'était la plus grande intro que j'ai jamais faite. Heureux ceux qui ont zappé la partie histoire. La Vie des Bêtes, pas celui-là, et en plus c'est pas le même titre, est donc une série réalisée à partir de 1986 et sortie en 1987, créée intégralement en images de synthèse ou CGI par le studio d'animation français MacGuff. Ouais, la première série d'animation est française. Une société encore existante de nos jours, fondée la même année que le début de la réalisation de la série, et à laquelle l'on doit nombre de chefs-d'œuvre tels que Coco,
Astérix et Obélix au service de sa majesté, ou encore Gaston Lagaffe. Synopsis, selon Wikipédia. Chaque épisode, d'environ 30 secondes, raconte brièvement la vie d'un animal, allant de la mouche à l'éléphant, sur le ton de l'humour noir. Ok. Ouais, ça a l'air pas mal. Moi aussi je peux raconter brièvement la vie d'un animal sur le ton de l'humour noir. Alors, c'est l'histoire de Paf le chien. Donc c'est un chien qui traverse la rue, et puis il y a une voiture qui arrive, et Paf le chien. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu toujours plus mature. Le parti pris de mise en scène est que les animaux sont invisibles à l'image et suggérés seulement par la bande-son, ainsi que par le principe de la caméra subjective. Ah, les limitations techniques. Ainsi, c'est la caméra, donc le point de vue du spectateur, qui déambule dans le décor. Au spectateur de deviner de quel animal il s'agit. Un indice apparaît toutefois à la fin de chaque épisode. Le décor est commun à tous les animaux et a été conçu par le designer Philippe Stark. Je sais pas pourquoi, mais ça sent l'arnaque. En gros, de ce que j'ai compris, tu vois juste toujours la même pièce à chaque épisode, sauf que la caméra bouge de façon différente à chaque fois. Paye ta rentabilité. Et bah sur ce, c'est parti tous ensemble pour le visionnage d'un épisode de la série. Bon, il s'avère que les épisodes sont absolument introuvables sur internet et j'ai réussi à trouver que, des images. 10 minutes d'introduction pour ça. Série suivante. Eh bien, 2 ans plus tard, toujours en France, nous avons les fables géométriques. Quand tu sais que t'es limité à faire des polygones et que du coup tu renotes ta série en conséquence. Une série produite de 1989 à 1991, française donc, et racontant tout en 3D pas moins de 50 fables de Jean de La Fontaine réécrites pour l'occasion. Et on nous promet même que chaque épisode contient une chanson. Waouh, j'ai très hâte. Allez, on va prendre le premier épisode de la série, qui est apparemment Le renard et la cigogne. À moins que ce soit le renard et le corbeau, vu que ça correspond pas d'un titre à l'autre. Bon, on s'en fout tant qu'il y a un renard. Oh mon dieu, quelle animation! Regardez, c'est superbe! Nous avons rendez-vous avec l'orchestre fou. Ce sont le malicieux triangle, des pyramides et des rectangles. Ils seront les acteurs magiques de ces fables géométriques, où le corbeau est un cube noir et le renard un entonnoir. Nous avons rendez-vous avec l'orchestre fou. Il souffle, il tape, il pétarade, endimanché pour la parade. Le générique beaucoup trop long. Un humanisme, des carrés, des cônes et des prismes. Bon ok, juste stop. Là j'en suis à 2 minutes 30 et c'est toujours le générique. Je tiens juste à vous préciser que la vidéo dure 6 minutes 40. 3 minutes de générique sur 6 minutes 40 d'animé. Paye ta rentabilité. Le corbeau et le renard. Le cube noir, c'est le corbeau. Et bah si avec ça tu devines pas que c'est une série française. Bon, faut avouer qu'au vu des limitations techniques de l'époque, l'idée était pas idiote en vrai. C'est même pas trop creepy. J'ai dit pas trop. Hein. Et nous allons le percher sur un parallélépipède bien Ah, haut. de la géométrie, quelle horreur, cette série essaie de m'apprendre des choses, hein. Bien haut. Hors de portée du renard qui aura la forme d'un cône tout rouquin, lui. 2 petits yeux rusés et une truffe ronde renifleuse de camembert. Ce renard. Bienvenue dans la 5e dimension. Ce trip. Je me sens pas bien, monsieur Rocco! Les grandes aventures de Reg dans la dimension 3D chez Leader Price. Bientôt sur vos écrans. Maître Corbeau, sur un chêne mastar, tenait un frometon dans le clapoir. Ok, je sens que ça va être insupportable. Maître Renard, reniflant qu'au balcon quelques sombres honnards débouchaient les flacons, lui dit « Salut Corbac, c'est vous que je cherchais. » Wow, yo yo yo, quelle émission jeunesse. Bon bref, le narrateur fait son speech incompréhensible, raconte 3D à son fromage et le cube d'école. Fin. Et à la fin, t'as le présentateur qui nous traduit et décrit quand même tout ce qu'on vient de voir et entendre à l'écran. Le calendo, bah c'est le fromage évidemment. Le clapoir, c'est la bouche, le bec. Le costard, bah bien sûr c'est le costume. Tomber dans la panade, bah c'est se retrouver dans la misère. Et l'expression imagée ô combien déboucher les flacons signifie enlever ses chaussettes. Même eux, ils savaient que les jeunes ne comprendraient pas. Et dans la série des séries françaises full 3D, puisqu'on a visiblement été des pionniers dans le domaine, je vous propose à présent d'entrer dans le merveilleux monde des années 90
avec Quarks, une série dont le pilote fut diffusé en 1991 et qui a duré jusqu'en 1994. Alors, synopsis, toujours selon Wikipédia. Cette série présente les découvertes d'un obscur chercheur en cryptobiologie comparée. Des êtres vivants imaginaires et invisibles défiant les lois de la nature. La physique, la biologie, l'optique 3D. Ces êtres portent les noms de élastofragmentoplastes, sirothermophage, spatiostriata, polymorphloproxymène, mnénochrome purée, c'est quoi ce foutoir? Ces êtres étranges, défiant les lois scientifiques les plus admises. Avec la voix de Rocky. Qu'importent les pressions et les menaces, rien désormais ne pourra m'obliger à me taire. Oh, bienvenue dans la 5ème dimension. Donc alors en fait, la série, pour vous résumer, c'est un narrateur qui nous largue des trucs complètement incompréhensibles. Et attention, grosse ambiance, puisqu'il n'y a aucune musique de fond, à part un très léger fond sonore de synthé bien lourd de temps en temps. Il faut se rendre à l'évidence. Pour le spatiostriata, le monde est traversé par des tranches, des portions d'espace dans lesquelles il n'existe pas. Il va dire que je me plaignais que les faibles géométriques nous apprenaient des trucs. Hashtag rendez-nous nos parallépipèdes. Le recoupement de toutes les observations confirme l'existence d'un ensemble de zones parallèles dont il est rigoureusement absent. Ah mais j'ai pas fait un diplôme de physique quantique. C'est quoi ce foutoir? Je comprends rien. Non mais sérieusement, à qui pouvait bien s'adresser cette série? Moi de mon temps on avait Bob l'éponge. Ils sont là, invisibles, omniprésents, les quarks. Ah là là, le final qui fait peur en mode les envahisseurs. Après les envahisseurs, les quarks. Sinon, encore et toujours dans les séries françaises, on avait aussi Insector. Waouh, ce nom encore plus puissant qu'Action Man. Une série sortie en 1994 et qui aura duré un an jusqu'en 1995, la meilleure année du monde. Synopsis, j'ai peur. Sur la planète Carbone, bonjour, vivent deux peuples d'insectes que tout oppose. Les premiers, les Burks, paye ton original, sont des êtres sombres et déprimants, détestant par-dessus tout la lumière, la joie, la couleur et la musique. Des No Life donc, ils vivent reclus dans une grande tour grise et terne, bâtie à l'intérieur d'une vieille souche moisie, au milieu d'un marécage froid et brumeux, sous la tyrannique autorité de la reine Barkrakra, waouh, et de son cupide premier ministre Crabo. Ces tristes insectes travaillent comme des forçats pour alimenter en énergie leur sombre cité. Alors, je suis pas sûr, mais je crois que c'est les méchants. Les seconds, les Joyce, sont des insectes joyeux et colorés, grands amateurs de musique et de fêtes. Ils vivent heureux dans une forêt de fleurs multicolores. Je les supporte déjà pas, ça te dit pis. Sous la sage gouvernance du grand artificier. Et veillent à alimenter en pollen le grand prisme. Cristal source de couleurs et de vie, niché au sommet de la grande fleur. Entre ces deux factions inconciliables couve depuis toujours un conflit sans fin. Les Burks rêvant de pouvoir afin de réduire leur ennemi en esclavage, cherchent inlassablement à voler le bois de fleurs pour nourrir leurs machines, tandis que les Joyce, armés de pollen coloré, tentent vaille que vaille de défendre leur territoire. L'origine de la guerre entre les deux clans est révélée dans l'épisode Planète Carbone. Oh bonjour. Autrefois, tous les habitants de la planète étaient des Burks, jusqu'à ce qu'une météorite, qui s'avéra être le grand prisme, n'apporte la joie et la couleur. Les Burks se divisèrent alors en deux clans, ceux qui s'adaptèrent à cette nouvelle donne et devinrent les Joyce, et ceux qui la refusèrent et continuèrent leur vie d'avant. Oh là là, mais tout ça alors. Bon allez, on va regarder un épisode. Oh là là, mais tous ces noms qui vendent du rêve. Mais que choisir? Alors on a la guitare à couleur, au feu les jonquilles, koala grenouille, troglodyte rock, le pont de la Concorde. Eh, vous avez vu, c'est marrant, il y a des cas dans tous les titres. Vous savez qui d'autre a des cas dans son titre? Ah voilà, Planète Carbone. Le fameux épisode légendaire rempli de révélations. Allez, on va regarder celui-là. C'est parti!
paraît, il vous passe le même générique quand vous rejoignez l'armée. On débute donc l'épisode en allant voir les Burke dans leur non joyeuse demeure. Notre grandiose et adorée reine Bacracra. Et effectivement, c'est bien les méchants. Mon pauvre enfant est prisonnier des Joyce et certainement très maltraité. Qu'attendez-vous pour le sauver? Mon Dieu, les Joyce ont pris son enfant en otage! Mais ce sont des monstres! Les méchants décidant donc de partir en guerre, libérer cet innocent. Innocent qui n'est en réalité qu'un félon traître et déserteur, puisqu'il est au même moment en train d'apprendre à faire des loopings chez les gentils. On essaie un looping? Tu crois que je peux y arriver? Mais oui, regarde, je vais te montrer. Tu accélères à fond, tu roules sur toi-même dans l'élan, et tu redescends en douceur. Facile? Non, Racilius! Et hop! Bref, les gentils apprennent la nouvelle, le conseil Jedi est réuni, on apprend que les méchants vont attaquer la grande fleur, oh là là, et donc dilemme et drama pour ce personnage si profond et torturé intérieurement du gentil méchant de la fille de la méchante, qui veut retourner chez les méchants alors qu'il est devenu un gentil, ce afin d'éviter la guerre avec les gentils. Vous suivez toujours? Non, Racilius, ta vraie place est avec nous, dans l'univers fleuri. Mais Aelia, je suis un Burke, et en plus le fils de la reine. Dans ton cœur, tu es un Joyce, et tu le sais bien. Donc du coup il se passe absolument rien car les méchants sont déjà chez les gentils. Ragnarok, c'est la guerre. Ah, et il y a le Tesseract. Sauf que la explication. Le grand prisme, source d'énergie de notre civilisation Joyce. Oh, c'est merveilleux. Le Tesseract. Et encore. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, nous ne touchons jamais au prisme, c'est sacré. J'ai peur. Il y a de cela fort longtemps, existait une planète. Nom d'un pistil. Donc bref, pour vous résumer, il y a un cube qui est en fait tombé du ciel et qui a apporté la couleur sur la planète des Burke. Car avant cela, ils vivaient en noir et blanc dans les années 50. Sauf que ce cataclysme colorisé a divisé la population en deux. Entre les pro-couleurs, qui sont devenus heureux et gentils, et les racistes qui ont préféré de continuer à vivre sans l'arc-en-ciel dans leur vie. Et une fois de plus, tout un lore. Sauf que là, c'est la bataille! Je vous en conjure. Et le fils est délivré, la grande fleur est attaquée, et les gentils perdent. Enfin, ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, allez, trop de hype, moi je vais aller direct voir la fin pour voir comment tout ça, ça se finit. C'est parti pour le dernier épisode, j'ai nommé « Pas de cadeau pour Noël ». En deux parties. Pour la 10e fois, Crabot, où est le livre? Mais nous n'en savons rien, rien du tout. Mais qu'est-ce que c'est? Voici le La, voici le Mi, voici le Do majeur, et voici le Ré, le Fa, La, La, sous l'étoile du berger. Et on zappe. Bon, l'épisode est un petit peu long et surtout il est en deux parties. Du coup, je vous résume ça en un montage très simple. Joyeux Noël! La Reine des Neiges en PLS, fin! Voilà, ça n'a répondu à aucune de mes attentes, mais je suis quand même heureux de l'avoir vu. Une pensée pour la grande fleur. Mais quittons la France pour nous diriger à présent vers les États-Unis avec Végétalouf, ou Vegetal dans sa langue originale. Synopsis, encore et toujours selon Wikipédia. Les Végétalouf, Veggietales, est une série vidéo animée par ordinateur américaine, créée par Will Fisher et Mac Rocky et produite par Big Idea, avec des légumes anthropomorphes dans des histoires véhiculant des thèmes moraux basés sur le christianisme. Ok, j'ai quand même un mauvais pressentiment. Oh mon dieu, il y a même un site internet. Ah, mes yeux! Ah! Bon, après recherche, j'ai pas réussi à trouver sur internet un des premiers épisodes en français, donc en voici un en VO, visiblement du début de la série, au vu des graphismes. Enfin, j'espère. The next morning, everyone ran down to the lion's den to see what was left of Daniel. Oh my god, est-ce qu'ils sont en train de nous refaire l'histoire de Daniel en 3D avec des légumes? Don't you know you're not... Ok, j'ai absolument pas envie de présenter un truc pareil. Now I understand, for even at the bottom of the lion's den, you were in his hand. Et vu que les légumes c'est nul, place à l'action et au robot à missile avec Histoire Annie Mutante! On fonce dans le temps et le détruit.
Beastwars Transformers ou Beastwars Animutants est donc une série de 52 épisodes d'environ 25 minutes chacun, diffusée de 1996 à 1999, et avec pour univers celui des Transformers. Et avec des animaux. Parce que j'aime non au Canada. Et je vous propose donc de lancer une fois de plus un épisode au hasard. C'est parti! Mais qu'est-ce que t'as d'autre au programme, Big Boss? Dis donc, c'est toi qui voulais de l'action? Il doit y en avoir, que ça te plaise ou non. Optimus, maximalisation! Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Transformers contre Guépard et Gorille, le film en 3D événement. C'est génial, par moments on dirait que c'est sorti d'une PS1. Bon, je suis trop jeune pour l'avoir connu, oui, qui l'eût cru. Mais honnêtement, si j'aurais regardé ça quand j'étais gamin, je pense que ça aurait été l'équivalent des premières générations de Bionicle pour les gens de mon âge qui ont connu. Ça avait aucun sens, le lore était complètement pété, mais qu'est-ce qu'on était à fond? Bah là, c'est pareil, ça a super mal vieilli, mais je suis sûr, j'aurais eu 6 ou 8 ans, j'aurais été à fond. Non mais sérieux, regardez-moi cette conclusion. À la fin, il y a le gorille qui lit son livre en parlant au KLM avec le rhino et le guépard. Et ça, quand t'as 10 ans, c'est génial! Bon, par contre, quand on rajoute 15 de plus... Qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'un prédateur? C'est 3/4 de bluff, 1/4 de frime et un disque dur endommagé. Ce n'est pas étonnant qu'ils aient des problèmes de personnalité. Oh tiens, dinosaure. Il y a vraiment tout dans la série. Bon allez, je vous lance une autre vidéo de la série trouvée sur YouTube. Rien que pour le fun. Qu'est-ce que... Ah, ça fait des explosions! Mais qu'est-ce qui se passe à ce record? Je comprends rien! Moi non plus, Timmy! Bref, une série pour la moi explosive donc, et qui était à l'époque diffusée sur TF1. Mais à la concurrence sur France 2, l'on avait là aussi un autre dessin animé avec un gorille. La planète de Donkey Kong. La planète de Donkey Kong, ou DKTV, est donc une émission diffusée de 1996 à 2001 qui diffusait divers dessins animés, dont entre autres son dessin animé phare sur sa propre série, Donkey Kong Country. Une série de 40 épisodes de 25 minutes chacun, basée donc sur le jeu au même nom, de Donkey Kong Country pour ceux qui auraient oublié ce que j'ai dit 16 mois avant. Il y en a qui me trouvent trop mou, qui croient que je fais la tête. Mais ils ont rien compris du tout, car j'ai envie de faire la fête. Bon allez, c'est parti pour lancer un épisode sur une frame totalement au hasard, parce que je sais que j'ai le chic pour tomber sur des trucs totalement plus pétés les uns que les autres à chaque fois que je le fais. J'ai peur. Un peu de calme, mesdemoiselles. Je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Je suis pas bête au point de ne pas reconnaître la vraie Candy. Facile, c'est toi. Oh non, mais tu es fou! Fou d'amour pour elle, c'est pour ça que je la reconnais. Bon alors, j'ai jamais vu un seul épisode, mais ça a l'air très bizarre. Maintenant que nous sommes seuls, que dirais-tu d'un gros bisou pour mon anniversaire? Oh oui. Viens ici. Ils avaient tout inventé avant Cats en fait. C'est Cats avec des singes. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Bon, par contre, comme beaucoup, je connais la chanson rap grâce à Internet. Alors déjà qu'en VO c'était quelque chose. Mais alors quand tu connais la VF... Tiens-le bien, ne lâche pas. Tu ne ferais pas ça, tu ne pourrais pas, tu n'oserais pas. Et pour finir, j'ai décidé de vous parler d'une série non en full 3D, mais que j'ai envie de reparler tout de même, ça me fait plaisir. Macaroni tout garni. Je n'ai pas de nom et je veux manger. Ça tombe bien, tout est prêt. Macaroni. Oh, ça j'aime ça ce nom-là. Macaroni tout garni est donc une série télévisée québécoise de 425 épisodes de 25 minutes chacun, diffusée entre 1998 et, oh mon dieu, 2004.
2004! Mais oui, sur ce, c'est parti pour le tout premier épisode de la série et sa démo technique incomparable! Et puis voilà, le tour est joué. Si t'es capable de faire disparaître un gros litre de lait, tu dois être capable de faire disparaître mes archis petits. L'animation si synchronisée de la bouche et de la voix. Du coup, il paraît que l'eucalyptus, ça chasse les puces. Oh non, wesh, pas l'eucalyptus. Mais c'est une bonne idée, ça. Viens, on va te mettre le sachet au cou. Allez. À l'aide. Vite, Macaroni, on s'en va à la fête chez Crocus, c'est l'heure. Attendez, je vous ai pas encore montré mon numéro à moi. Ah, mais c'est vrai. Vas-y, Macaroni. Je vous préviens, c'est un numéro époustouflant, épatant, énervant, complètement ragoûtant. Mesdames et messieurs, cet acting si peu forcé. Première fois de votre vie, vous allez voir un chien, mais pas n'importe quel chien, le chien volant. Oh, wow! Ouais, c'est trop bien! T'es génial, Macaroni! On se revoit demain! On vous embrasse très fort! Hey! Salut! Salut les amis! Salut! Salut! Ah, tuez-le! Tuez-le! Un jour, un magicien qui faisait des dessins. Ce générique parfait. Mais attendez, ce que vous ne savez pas, c'est que Macaroni tout garni a en réalité eu son reboot spirituel. Bon, en fait, c'est pas un reboot du tout, mais j'aime bien me le dire. Il s'agit de la série télé belgo-suisse, ou belgo-suisse, je sais pas, Lucien. Le mal existe. Une série qui date de 2013. Et donc, après bien des tourments, les séries 3D des années 90 prendront fin pour laisser place aux séries des années 2000. Passant de Jimmy Neutron à Code Lyoko jusqu'à Clone Wars. La conclusion étant que... bah, c'était pas mieux avant. Mais, remis dans le contexte, il n'en reste pas moins des séries qui auront su jouer avec leurs limitations techniques de l'époque pour le meilleur et pour le pire. Et voilà, c'était donc l'histoire des premières séries animées en 3D. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me soutenir sur mes divers réseaux sociaux ou bien à aller voir une pub. Ah bah oui, on peut plus. N'hésitez pas à vous abonner et à doublement liker la vidéo du coup. Et sur ce, en tout cas, je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.